Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent La longueur de la chaîne, essai sur la liberté au XXIe siècle. De Denis Colin. Nos sociétés contemporaines nous laissent croire que nous sommes libres, c'est un leurre. Nous sommes encore ferrés dans nos chaînes, y compris en Occident. Des chaînes que nous prenons pour des ailes. Nous nous croyons en démocratie, nous pensons que le travail permet de nous émanciper et nous imaginons que les nouvelles technologies nous facilitent la vie. Telle est notre novlangue quotidienne. Mais l'oligarchie règne, l'homme est embourbé dans la société de consommation et le libéralisme, le contrôle sécuritaire est de plus en plus prégnant, tandis que les progrès médicaux en matière de procréation nous rapprochent d'une fabrication industrielle de l'humain. Dans ce contexte, nous devons interroger et repenser les conditions d'une véritable libération humaine. C'est le travail qu'a entrepris Denis Colin. Se basant sur de nombreuses références historiques et philosophiques, il en redéfinit les concepts et nous ouvre de nouvelles perspectives politiques, économiques, sociales et métaphysiques. La mise en place d'associations partielles à tous les niveaux de l'organisation politique, la fin du salariat au profit de la coopération des producteurs, la réalisation de l'homme au travers de son activité créatrice, la garantie du primat de la subjectivité face au scientisme, font partie de ces armes destinées à rompre nos chaînes. Denis Colin est professeur agrégé de philosophie, docteur ès lettres et sciences humaines. Il a notamment publié Le cauchemar de Marx, Max Milo 2009, Revive la République, Armand Collin 2005 et Morale et justice sociale, Seuil 2001. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Introduction. Le loup et le chien par Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi? Rien? Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien, que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Sommes-nous encore capables d'entendre Jean de La Fontaine? L'étonnement est le véritable haut-le-cœur du loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez. Étonnera peut-être l'immense majorité de nos contemporains. Ou s'il ne les étonne pas, c'est qu'ils ne savent plus guère lire ce génial auteur victime de son succès. On n'a peut-être jamais autant employé le mot liberté, et ses dérivés du genre libéral, et pourtant, nous avons pris l'habitude de porter un collier, rien. Peu de choses. Le collier dont je suis attaché. Y a-t-il encore et pour combien de temps des loups, pour remarquer notre col pelé? Il semble que même les révoltés aient pris l'habitude de se contenter de négocier la longueur de leur chaîne. On fait mine de s'interroger sur l'inflation législative, en France comme au niveau européen. On ne le devrait point. Nous voulons des interdits et des obligations dans tous les domaines. On a déjà fustigé cet angélisme exterminateur, Alain Gérard Slama. Cet État qui veut notre bien malgré nous,
qui nous veut priver du plaisir de cracher nos bronches tabagiques au lever, ou qui prétend réglementer le vocabulaire et l'usage des injures et autres pittoresques noms d'oiseaux. Mais ce n'est que la surface des choses. Et les pourfendeurs du politiquement correct s'empressent souvent de demander à leur tour l'intervention de la police et le retour à la loi et l'ordre. Au politiquement correct des modernes, ils opposent le politiquement correct des anciens. C'est tout. Toutes les métropoles sont sous surveillance. L'obsession de la sécurité a envahi tous les pores de la société, aboli la notion même de vie privée, rendu possible ce que les libéraux des siècles passés n'auraient imaginé qu'avec horreur. Les législations dites antiterroristes se succèdent et mettent en pièces l'habeas corpus. Comme le disait Proudhon. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis, à la moindre réclamation au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Et qu'il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon. Des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie, des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. Il n'en va pas mieux avec la liberté politique classique. La démocratie se réduit à une mise en scène de la comédie du pouvoir. Privée d'enjeux réels, faute de divergences politiques sérieuses, la joute électorale se résume au choix entre deux versions de la pensée unique. Une sorte de concours de beauté sans la moindre beauté, ou plutôt un spectacle sportif truqué dans lequel les athlètes portent tous des maillots aux couleurs des grandes marques. Confirmation des imprécations de Max Stirner. Tout État, qu'il soit monarchique ou républicain, n'a pas d'autre but que lier, borner, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale. Et si certains États sont assez forts pour tolérer quelques activités libres des individus, ce n'est que la tolérance de l'insignifiant et de l'inoffensif. Rien de nouveau sous le soleil, dira-t-on. Les sociétés traditionnelles faisaient peu de cas de la liberté de penser, de la liberté d'expression et des libertés publiques. On rappellera aussi que les gouvernements constitutionnels en Europe et en Amérique n'ont toujours appliqué leurs propres principes qu'avec la plus grande parcimonie, ne reculant jamais devant les lois d'exception, la surveillance policière et la provocation qui l'accompagnent. Certes, mais la domination bénéficie maintenant de l'irruption violente des techniques de l'information et de la communication et des biotechnologies. La biométrie est en marche. Hier, nous étions des sujets soumis à un pouvoir politique souverain. Nous sommes marqués comme du bétail, avec des puces électroniques et non des bagues dans les oreilles comme les vaches. Mais la différence ici est sans importance, c'est pour notre bien. Le pouvoir politique est un bon pasteur qui prend soin de son troupeau et veut le protéger des loups et des brebis galeuses. Inusable métaphore du pasteur. Mais à la fin, le troupeau est toujours conduit à l'abattoir. Presque rien de nouveau sinon, et c'est essentiel, l'involution en cours d'un mouvement qui vient de loin, sans doute des premières communes au Moyen Âge, et qui retourne la liberté contre la liberté. La liberté est une idée, détestable, dit Valéry. Liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent, de ces mots qui ont fait tous les métiers desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale et de politique, mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. Les querelles philosophiques sur la liberté semblent vaines. Ce sont des querelles de mots qui surgissent nécessairement quand on sort un mot de son élément naturel.
Mais s'il n'y a pas un sens précis de la liberté en général, s'il n'y a pas un concept de la liberté, il est des usages parfaitement définis de ce terme, des concepts spécifiés, et pas seulement comme Valérie a l'air de le dire, dans la dynamique et la théorie des mécanismes. Or, dans tous ces usages, l'idée de liberté semble progressivement vidée de son sens. Qu'il s'agisse de la liberté politique, des droits et immunités des individus, ou de la liberté en son sens le plus métaphysique. La liberté comme libre arbitre ou comme puissance d'agir, notre siècle ne lui laisse plus beaucoup de place, bien que nous fassions un usage immodéré du mot, pour mieux enterrer la chose. Il faut pourtant se garder de considérer ce processus de manière trop unilatérale. Les contre-utopies du XXe siècle ont dit tout ce qu'il fallait dire des menaces que recèlent les progrès scientifiques, comme les délires des ingénieurs sociaux qui se proposent de modeler un homme nouveau. Mais ce qui est parfaitement licite en littérature ne peut convenir pour une réflexion philosophique. On doit considérer cet effacement des libertés d'un point de vue dialectique. Il n'est pas seulement le résultat de l'action concertée et liberticide d'une poignée de dominants. Il est aussi un produit des revendications libérales et progressistes des siècles précédents, et il produit lui-même ses propres contradictions. Il n'y a certes pas de loi de l'histoire qui ferait du totalitarisme soft de notre époque le passage obligé vers une nouvelle ère, ou ère d'épanouissement de la liberté. Il s'agit seulement de percevoir que, si désespérante que soit parfois notre situation, elle recèle des possibles qui ne pourront être actualisés que si l'on sait les voir et les comprendre. Un seul exemple, les nouvelles formes du management, avec l'introduction dans les années 80 des méthodes du toyotisme qui ont incontestablement marqué une nouvelle étape dans ce que Marx nomme « domination réelle du capital », notamment par la pulvérisation du collectif de travail et l'expropriation des savoirs ouvriers. Mais on doit comprendre en même temps que ces méthodes nouvelles n'ont pu s'imposer que parce que les salariés rejetaient massivement l'organisation fordiste du travail et désiraient accroître leur pouvoir sur le procès de production. Le toyotisme ne se réduit pas au juste à temps, mais inclut des procédés d'intégration des ouvriers au processus même auquel ils se soumettent, à travers les cercles de qualité par exemple. Les nouvelles formes de l'exploitation procèdent des anciennes non pas linéairement, mais dialectiquement. Même sous des formes méconnaissables, l'emprise que le travail a exercée sur les travailleurs manifeste encore que l'homme cherche à réaliser son être générique, selon une expression des manuscrits de 1844 de Marx. Ce que je propose ici, une analyse des divers usages du mot liberté, des différents concepts qu'on s'en peut faire, et un état des lieux en ce début de XXIe siècle, avant que nous passions au post-humain, et qu'il soit trop tard pour s'en rendre compte. On commencera par la liberté dans le sens de la liberté politique, en se demandant ce qu'il en est réellement de la démocratie triomphante à notre époque. Alors que les libéraux pensent protéger la liberté individuelle contre le despotisme de la liberté, en réduisant la liberté à ce qu'Isaiah Berlin appelle liberté négative, on constatera que ces libertés individuelles, ces libertés de ne pas être empêchées d'agir sont progressivement mises en pièces. On verra ensuite que le système du travail dans notre époque, loin d'accroître la liberté humaine, s'inscrit pleinement dans les mécanismes de perfectionnement de la domination. Les philosophes modernes ont longtemps cru que l'homme pourrait se libérer de la tyrannie des besoins en développant la production et en faisant de l'homme riche en besoins, le modèle de l'homme civilisé. La société de consommation renverse cette espérance en poussant à ses plus extrêmes conséquences le fétichisme de la marchandise. Plus généralement, il faudra questionner la liberté comme sujet métaphysique. En quel sens peut-on encore considérer la liberté comme l'essence spirituelle de l'homme à l'heure des biotechnologies qui ouvrent la possibilité d'une transformation radicale de la nature humaine? Pour terminer, on se demandera quel usage on peut encore faire des vieilles libertés libérales et républicaines, et en quoi elles peuvent s'articuler sur les résistances multiformes qui se manifestent contre la transformation des humains en êtres prévisibles et rationalisables selon les règles de la rationalité du marché. Quelles sont les conditions d'une véritable libération humaine? Qu'est-ce qu'une vie d'homme libre? Ces questions politiques, mais aussi et surtout éthiques, doivent être posées si l'on veut garder un sens au mot liberté.
Chapitre 1. Démocratie, oligarchie, élite et contrôle des masses. La liberté est d'abord politique. Être libre, c'est être tour à tour gouvernant et gouverné, disait déjà Aristote. La plus ancienne revendication de la plèbe consiste à réclamer le droit de dire son mot au sujet des actes des gouvernants. D'Athènes à la Rome républicaine, des cités-États italiennes à la Révolution anglaise, à l'indépendance américaine et à la proclamation de la République en France, il semble qu'il y ait un fil que les peuples et les générations tiennent solidement. Les différences, certes, sont parfois abyssales entre la République esclavagiste à Athènes ou à Rome, les républiques d'artisans, de bourgeois et d'aristocrates de l'Italie du Nord et les républiques modernes de la fin du XVIIIe siècle. La liberté ne fut pratiquement jamais la liberté pour tous. Même la très radicale constitution républicaine de l'an I conservait la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, entre citoyens aptes véritablement aux droits du citoyen et les citoyens de seconde zone, ce qui englobait d'ailleurs toutes les citoyennes sans exception. Il a fallu de longues luttes pour arracher le suffrage universel, par petites tranches. Toutes ces libertés en outre sont assez formelles. Le droit politique d'un ouvrier est celui de son patron possesseur de journaux et prêt à dépenser des sommes astronomiques pour mener campagne n'ont aucune commune mesure. Tout cela et bien d'autres choses encore peuvent être dites, mais si la réalité est loin parfois des beaux discours, cela ne retire aucune valeur au discours. Nous croyons que le mouvement de l'histoire est celui de l'élargissement et de l'approfondissement de la démocratie, et d'abord de la démocratie politique, et ces dernières décennies sembleraient le confirmer. Contestée vigoureusement dans les années 30 du siècle dernier, la démocratie n'a plus guère d'adversaires. Les dictatures dites totalitaires se sont toutes effondrées. Les régimes militaires encore importants en Europe atlantiste au début des années 70, Espagne, Grèce, Portugal, ont laissé la place à des démocraties presque irréprochables. L'Amérique latine semble faire l'apprentissage des régimes démocratiques, et des gouvernements de gauche peuvent durer plus que quelques mois sans être renversés par de sanglants coups d'État militaires, plus ou moins pilotés par les services secrets états-uniens. On peut chipoter, mais la ligne générale est claire. La démocratie, appuyée sur l'économie de marché, a triomphé. Fin de l'histoire, disait Fukuyama. Il y a bien des récalcitrants, des Chinois capitalistes qui maintiennent les structures politiques de l'État totalitaire et communiste. Mais que de changements depuis la mort de Mao. Le monde musulman bouillonne et la démocratie n'y est pas une valeur très prisée. Mais les progrès viendront, voilà pour le discours optimiste. À quoi les grincheux objectent que la roche tarpéienne est proche du Capitole et que cet apparent apogée de la démocratie n'est rien d'autre que le signe de son déclin déjà bien engagé. Les trois sens de la démocratie. Avant tout, d'abord savoir ce que l'on entend par démocratie. Pour les anciens, et c'est encore le sens de ce mot au XVIIIe siècle, la démocratie est le pouvoir du peuple, et ce pouvoir n'existe que s'il est exercé directement par le peuple. La démocratie athénienne réside dans le fait que le démos assemblé prend directement les décisions, nomme et révoque ses chefs. Le pouvoir populaire est direct et sans séparation entre législatif et exécutif. Les Grecs distinguent le laos du démos. Le laos, c'est la population, le peuple comme l'ensemble des habitants. C'est ce qui sera visé par la mise en place des institutions et des pratiques que Michel Foucault classe sous le terme de biopolitique. Le démos est le peuple transformé en corps politique. Le laos est informe, c'est la plèbe des Romains. Il doit être structuré, organisé par un montage qui est l'œuvre des clercs, cléricos, d'où une liturgie, une mise en scène destinée au laos. Cette opposition se redouble. Un grec est soit un simple particulier, idiote, membre du laos, soit un citoyen, politis en tant que partie prenante du démos. La démocratie serait le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Le peuple comme objet ou destinataire du gouvernement, c'est le laos, alors que le peuple comme agent, par le peuple, c'est le démos. Cette distinction est à très longue portée dans les questions qui nous préoccupent particulièrement ici. Reste à savoir qui fait partie du peuple et qui n'en fait pas partie. Les Athéniens en avaient une définition assez restrictive. Ni les esclaves, ni les métèques, ni les femmes n'en faisaient partie. Pourtant,
La démocratie athénienne restait une démocratie et non une aristocratie ou une oligarchie, car le petit peuple, ce qui s'appellera plèbe chez les Romains, y joue un rôle décisif. Tout le monde n'est pas citoyen, certes, mais la qualité de citoyen n'est pas liée à la richesse, ni à un statut social particulier. Il existe des nobles à Athènes comme à Rome, des familles qui s'enorgueillissent de leur race, mais un pauvre artisan peut aussi être citoyen, même si ses chances d'accéder aux magistratures suprêmes sont assez réduites. Par exemple, à Rome, les tribuns de la plèbe ne sont pas des plébéiens. Il y a un deuxième sens au mot démocratie. Il ne s'agit plus de savoir si le peuple tout entier exerce le pouvoir à travers ses assemblées ou ses moyens de contrôle, mais quels sont les intérêts réellement pris en compte dans la conduite des affaires publiques. Si le démos est le peuple, la majorité du peuple est naturellement composée du petit peuple. À Florence, on parlait du popolo minuto. À l'Assemblée, tous sont là, riches ou pauvres, nobles ou artisans, mais en réalité, il y a une division qui persiste. Une division qui, sans être aussi vieille que l'humanité, remonte sans doute au temps préhistorique, au Mésolithique et au début du Néolithique entre les grands et le peuple. Machiavel, en fait la division fondamentale dans tous les régimes politiques et Vico, explique l'histoire des républiques, la transformation des gouvernements tribaux en républiques aristocratiques et des républiques aristocratiques en républiques populaires par le conflit entre les forts, les géants, les héros, les gentes mayor et les famollis, la plèbe. L'histoire jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte de classe. Cette thèse centrale du manifeste communiste de Marx et Engels est si commune, reprise si souvent par les plus grands, qu'elle s'impose, en dépit des tentatives répétées d'étouffer cette désagréable vérité. De cela découle le deuxième sens du mot démocratie. Il y a démocratie quand prévalent les intérêts de la partie la plus large du peuple, c'est-à-dire les intérêts des plus pauvres. Dans un sens plus moderne, la démocratie s'identifie avec le respect des libertés démocratiques, c'est-à-dire aussi bien des libertés individuelles que des libertés politiques. En gros, il s'agit des libertés 1789. Aujourd'hui, cette acception prévaut et c'est le souci des libertés individuelles qui s'affirme au premier chef. L'interprétation libérale classique a fini par s'imposer. Les libertés personnelles et au premier chef les droits de la propriété sont les libertés de premier rang, qui doivent l'emporter sur les libertés politiques dans le cas où elles entrent en conflit. On verra que même sur ce point, il y aurait beaucoup à dire et les libertés individuelles de base, les libertés 1789, ne se portent pas très bien. Dans une république idéale, ces trois sens du mot démocratie ne devraient pas se contredire. La liberté garantie à tous suppose une certaine égalité, non seulement des droits, mais aussi des fortunes, et donc elle demande une politique qui évite de trop grandes inégalités et qui empêche que les plus pauvres ne soient condamnés à une misère destructrice de l'ordre social. L'idéal de l'État keynésien à tendance social-démocrate, qui a inspiré les gouvernements européens de l'Ouest et partiellement américains pendant la période dite des Trente Glorieuses, met en œuvre ou du moins s'efforce de mettre en œuvre ces trois dimensions de la démocratie. 1. Il élargit l'accès de tous à la vie publique. Les femmes sont admises à voter, l'âge de la majorité électorale est abaissé et la participation à la vie publique est encouragée notamment par le biais de partis politiques de masse. L'Italie et l'Allemagne en donnent des exemples tout à fait remarquables, même s'ils sont aujourd'hui très délabrés. 2. Les intérêts des plus pauvres sont pris en considération dans des proportions qui n'avaient jamais été vues dans les périodes historiques antérieures. Avec la protection sociale, la protection contre le chômage, la retraite, les droits au congé annuel, le développement massif de l'instruction secondaire et supérieure, etc. Les principales revendications du programme minimum placé à la fin du manifeste communiste de Marx et Engels semblent satisfaites ou en voie de l'être. 3. Les libertés individuelles sont garanties. L'État keynésien défend la propriété privée. Mais les diverses formes de la liberté de conscience et de la liberté personnelle prennent un grand essor. Liberté des mœurs, abolition de presque toutes les formes de censure, reconnaissance du droit de chaque individu de vivre la vie qui lui semble bonne, sans avoir à se plier aux traditions et aux bonnes mœurs dictées par des convictions religieuses. Dans les années 70, même quand les politiciens de gauche s'affublaient de toutes sortes de parures socialistes, communistes, voire révolutionnaires,
Il n'avait d'autre ambition que de défendre et développer ce modèle que n'aurait renié ni John Stuart Mill ni Lord Keynes et dont la théorie a été faite par John Rawls. On objectera que cette démocratie idéale devenue réalité résulte elle-même de conflits politiques et sociaux souvent très violents, et qu'elle est restée confinée à la partie la plus riche du monde capitaliste, ce qui est exact. Le programme du Conseil national de la résistance, la Constitution italienne et l'œuvre de la Première République, les grandes réformes de Clément Attlee en Grande-Bretagne, pour ne prendre que ces exemples saillants, constituaient des variantes plus ou moins radicales de cette même orientation politique. Et encore aujourd'hui, cette orientation reste la référence ultime de nombreux courants de la gauche radicale ou antilibérale. Par opposition à cette période et à ce modèle, le grand tournant des années 80 du XXe siècle apparaît comme une régression sur toute la ligne. L'égalité est mise en cause à la fois par la valorisation de la performance, de la compétition, des gagneurs. La règle est vae victis. Les pauvres sont des perdants, des losers. Et donc leur donner voix au chapitre, ce serait laisser la société dirigée par ceux qui en sont incapables puisqu'incapables de réussite personnelle. La protection sociale est considérée comme une charge, une dépense improductive pour une humanité qu'on va bientôt considérer comme une humanité surnuméraire. C'est pourquoi une démocratie désertée par les classes populaires devient la seule possible. Une démocratie pacifiée, débarrassée de cette passion égalitaire dont les libéraux se méfient depuis toujours, débarrassée de la plèbe, bref, une démocratie débarrassée du démos. Quand un président de la République, un peu imprudemment, se vante que dans ce pays, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte, il livre le secret de la politique contemporaine. Il faut laisser les grands décider entre eux et mettre hors la loi, une fois pour toutes, la République tumultuaire chère à Machiavel. Ainsi s'explique le sens de la grande transformation de notre époque. Au gouvernement substitue la gouvernance, affaire d'administration réservée aux experts, qui camoufle la violence inhérente au gouvernement des hommes sous l'hypocrite masque de la gestion technique. Saint-Simon, repris par Marx, rêvait d'une société où l'on passe du gouvernement des hommes à l'administration des choses. D'une certaine manière, nous y sommes, mais le rêve s'est mué en cauchemar. Voir le processus dialectiquement. On objectera à ce tableau en noir et blanc que le passé est toujours plus beau que le présent. Machiavel en indiquait la raison. Le passé est le temps de la jeunesse et quand on vieillit, quand les maux de l'âge se font sentir, on regrette la vigueur de la jeunesse. C'est exactement ce qui semble arriver aujourd'hui en politique, dans la plupart des couches et groupes opposés au néolibéralisme. La vision idyllique de l'époque glorieuse de l'État-providence, si elle n'est pas sans fondement réel, a cependant le grave défaut de ne pas saisir la réalité dialectiquement. Le comptable fait 2 colonnes, le crédit et le débit, et va juger de la bonne santé et de la robustesse d'un régime social et politique en essayant de déterminer si la colonne des crédits est vraiment plus longue que celle des débits. Le dialecticien, au contraire, va chercher à comprendre le lien qui existe entre les aspects positifs et les aspects négatifs, à comprendre leur unité dialectique afin de saisir le développement historique dans sa réalité. Rappelons ce qu'on oublie trop. Les 30 Glorieuses n'étaient pas si glorieuses que cela et la machine à redistribuer de l'État-providence a autant fonctionné dans un sens que dans l'autre. L'habitude d'arroser là où la terre est déjà mouillée est bien ancrée. Le régime gaulliste n'était pas un paradis de la classe ouvrière, même si la situation y était bien meilleure qu'aujourd'hui pour le Parti communiste. La démocratie politique s'y exerçait librement seulement dans la mesure où l'on était certain que les résultats des élections conviendraient aux maîtres du monde. Et dans le cas contraire, les manœuvres de stabilisation et les coups d'État étaient de rechef entrepris. L'Amérique latine des années 60 et 70 ne faisait pas partie du paradisiaque monde d'hier. Pas plus que la Grèce des colonels, ni même que l'Italie agitée par l'action des services secrets, notamment ceux des États-Unis, mais pas seulement. Point de nostalgie d'une époque de progrès ou d'une époque d'espérance révolutionnaire. Il est plus pertinent d'essayer de comprendre comment aujourd'hui est sorti d'hier. Comprendre ce qui s'est réellement passé, retisser le lien entre les événements, faire l'histoire du demi-siècle qui a suivi la défaite du nazisme,
Voilà une tâche dont nous n'avons que des aperçus très partiels et qui mériterait qu'on s'y attelle sérieusement, même si de nombreux éléments manquent encore, précisément parce qu'ils sont trop proches de nous. Mais il y a une deuxième dimension proprement philosophique ou théorique, qui consiste à s'intéresser aux principes politiques et leur dynamique propre. Je résumerai cela en 3 thèses. 1. Il y a un lien étroit entre les revendications libérales individualistes et la destruction des systèmes de protection collective. 2. Le trait commun de la période d'hier et de celle d'aujourd'hui est que la démocratie n'y a jamais existé que comme une forme d'oligarchie. 3. L'individualisme libéral est son propre fossoyeur et conduit au renforcement de l'État qu'il prétend combattre. L'individu libéral contre la République. On parle ici de libéralisme, mais le mot est si ambigu, si polysémique qu'il vaut mieux commencer par en préciser les usages et dire ce que l'on entend par individu libéral. Le libéralisme classique, inventé au XVIIe et XVIIIe siècle par les grands philosophes de l'Europe moderne, recoupe plusieurs problématiques distinctes bien qu'étroitement liées. En premier lieu, le libéralisme apparaît avec la poussée des nouvelles classes commerçantes et industrielles contre le système féodal et les entraves multiples qu'il impose à ce que les marxistes appelleraient le développement des forces productives. C'est un libéralisme souvent réduit au simple libéralisme économique, liberté du marché ou le laisser-faire, mais qui englobe bien d'autres aspects. Le respect du droit de propriété et la liberté de s'enrichir de son industrie, ce sont des thèmes que partagent Hobbes, Locke et leurs disciples, mais aussi Montesquieu et Turgot. On a toujours eu le droit de s'enrichir, et la condamnation catholique de l'argent n'était qu'une tartufferie, qui permettait à l'Église d'en tirer de substantiels bénéfices. Mais dès que la Réforme eut légitimé la volonté de s'enrichir comme conforme au dessein divin, les taxes perçues par un clergé improductif et la protection insistante offerte par les gendarmes devinrent des fardeaux intolérables pour ceux qui se percevaient de plus en plus clairement comme les forces vives des nations européennes. Toute la philosophie de ces 2 siècles est parcourue par la question de l'argent, de la légitimité de l'intérêt et de la défense du droit du propriétaire. En témoignent même les philosophes qu'on classe parmi les plus radicaux. Spinoza construit sa politique en montrant comment on peut faire jouer l'ambition et l'amour de la richesse de manière à garantir la liberté, la concorde et la paix dans la République. Alexandre Matron qualifie l'état idéal spinoziste d'état libéral et on doit entendre ce terme dans toutes ses acceptions. Du reste, pour savoir ce qu'est un état libéral, Spinoza donne lui-même l'exemple de la principale puissance commerçante de son époque. Ne cherchons pas bien loin nos exemples, car nous en avons assez sous les yeux. La ville d'Amsterdam n'a-t-elle pas expérimenté les bienfaits? Ce qui ne l'empêche point de se développer sans cesse, en tout domaine, sous les regards d'admiration des autres peuples. Dans cette florissante république et ville splendide, des hommes, de toute origine nationale et appartenant à toutes sortes de sectes religieuses, vivent dans la concorde la plus parfaite. Au moment de faire un placement, les citoyens s'inquiètent seulement de savoir si l'homme à qui ils ont affaire est riche ou pauvre, si l'on peut se fier à lui, ou si sa réputation est celle d'un trompeur. Une fois fixés là-dessus, ils ne s'inquiètent pas du tout de savoir à quelle religion ou à quelle secte l'autre partie adhère. Car à supposer que l'on dût un jour aller devant le juge, cette considération ne servirait ni à faire gagner ni à faire perdre le procès. C'est d'ailleurs ce que Vico reproche à Spinoza quand il affirme que Benoît Spinoza parle de la République comme s'il s'agissait d'une société de marchands. Moraliste sévère et nullement libertin, Diderot, à bien des égards spinoziste, est non seulement un des représentants les plus décidés du matérialisme et de l'athéisme des Lumières, mais aussi un défenseur du bon luxe et de la liberté du commerce, pourvu que l'échange reste loyal. La lettre sur le commerce des livres est un plaidoyer pour la liberté de l'édition et pour la défense des droits d'auteur. Cette première forme de libéralisme, qui veut dégager la société civile des entraves du système féodal, doit être comprise dans ses aspects complexes. Les marxistes considèrent généralement le développement des idées libérales comme l'expression de l'aspiration au pouvoir d'une nouvelle classe dominante qui gagne la domination idéologique avant de s'emparer directement du pouvoir politique.
Le libéralisme s'expliquerait par la volonté de cette nouvelle classe de diriger la société selon son arbitre et de s'enrichir sans limite, l'enrichissement devenant la récompense de l'activité et du talent. Cet aspect est incontestable, et il y a une part de vrai dans l'interprétation traditionnelle du matérialisme historique. Mais dans le même temps et pour les mêmes raisons, le libéralisme doit se dresser contre toutes les formes d'activité parasitaire, contre les rentes de l'Église qui servent à nourrir des moines paresseux, contre les taxes, droits d'octroi et 1001 moyens d'extorquer l'argent de ceux qui travaillent, qui commercent et qui finalement font vivre la nation. Ne pas vouloir être rançonné et ne payer des impôts qu'en contrôlant leur utilisation, c'est une revendication libérale, mais aussi une revendication de la liberté politique en général. Turgot, le grand libéral français, ne remet jamais en cause la monarchie absolue, mais il unit en un plan cohérent la libéralisation du marché des grains, la suppression des corporations, une réforme fiscale ambitieuse qui conduisait à liquider les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé, la corvée royale et une action en faveur de la tolérance religieuse. L'immense majorité de la nation eût gagné à l'application du projet de cet audacieux réformateur, mais les forces coalisées de la réaction nobiliaire eurent raison de lui. Autrement dit, les revendications du libéralisme économique, liberté d'entreprendre, liberté du commerce et réduction de l'intervention dans les affaires privées, d'organismes extérieurs, n'ont pas seulement pour objectif d'instaurer le règne du renard libre dans le poulailler. Elles sont aussi porteuses du refus d'un certain type de domination. Cette liberté libérale n'est d'ailleurs pas seulement la revendication anti-féodale et anti-absolutiste de la bourgeoisie montante. Elle sera aussi celle des mouvements révolutionnaires ou radicaux, souvent libertaires et non libéraux, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe contre les plutocrates, l'armée et l'Église. Elle sera aussi la revendication qui balayera les régimes bureaucratiques en URSS et dans les pays de l'Est. J'ai eu l'occasion de faire l'hypothèse selon laquelle le tournant libéral, des années 80, a été rendu possible parce que les couches de la classe dominante qui y avaient intérêt ont su mobiliser les dominés pour la liberté, en faisant valoir que les contraintes bureaucratiques de l'État-providence pesaient autant sur les salariés que sur les patrons. La croissance keynésienne fordiste des 3 décennies postérieures à la Seconde Guerre mondiale était essentiellement fondée sur un mode de gestion technoscientifique des entreprises et la généralisation de la chaîne de production de type fordiste. On oublie trop souvent que les premiers soubresauts de ce modèle sont venus des révoltes des jeunes OS, par exemple lors des grèves de Caen ou de Rennes en 1967. Face à cette révolte contre les conditions de la production fordiste, les classes dominantes ont proposé plus de liberté. Changement de modèle hiérarchique, raccourcissement de la chaîne de commandement, pilotage par objectif, développement de l'initiative individuelle et participation à des groupes d'amélioration des conditions de travail et d'amélioration de la productivité. Le slogan « Tous entrepreneurs » est une escroquerie, mais qui se fonde sur des aspirations réelles dont nous reparlerons plus loin. Est-il possible de démêler les chevaux, de séparer le libéralisme économique comme idéologie justifiant la toute-puissance du capital et les aspirations à l'initiative individuelle, à l'autonomie dans le travail, à l'élimination de la bureaucratie et des formes ouvertes ou sournoises de parasitisme? Répondre à cette question est décisif si l'on veut dégager les grandes lignes d'une alternative à la toute-puissance du capitalisme. En second lieu, le libéralisme est intimement lié à une certaine forme d'organisation politique et à une certaine conception du droit auquel s'attachent les noms de Locke, Montesquieu ou Tocqueville. Mais là encore, c'est la complexité de la définition qui doit être remarquée. Bien qu'il ait été historiquement étroitement lié au libéralisme économique, dont nous venons de parler, le libéralisme politique classique a ses propres spécificités. Turgot ne pose pas la question proprement politique, bien qu'il ait le soutien des philosophes le plus souvent partisans du libéralisme politique. Pour définir ce libéralisme politique, il faut procéder par opposition et différence. Tout d'abord, le libéralisme politique s'oppose à l'absolutisme monarchique. C'est le libéralisme politique de la Glorious Revolution ainsi nommé, parce qu'elle fut surtout un arrangement bien peu révolutionnaire entre les classes dominantes,
pour se débarrasser définitivement du spectre fâcheux d'une véritable révolution, celle de 1642, où pour la première fois des représentants du peuple condamnèrent un roi à avoir la tête séparée du reste du corps. Ce libéralisme exprime la volonté des classes dominantes de n'être pas entièrement soumises au pouvoir politique monarchique. Mais que ce libéralisme politique soit l'équivalent de la liberté politique, c'est loin d'être évident. Il réclame une liberté relativement au pouvoir d'État monarchique, mais non pas la liberté pour tous, non pas la liberté en général. En partant des conflits entre la puissance impériale britannique et les insurgents américains, puis entre nordistes et sudistes, et en s'appuyant sur une vaste documentation, Domenico Losurdo montre que le libéralisme et l'esclavagisme peuvent cohabiter sans difficulté majeure. Les soi-disant champions de la liberté étiquettent comme synonyme d'esclave et de despotisme une imposition fiscale mise en œuvre sans leur consentement explicite, mais ils n'ont aucun scrupule à exercer le pouvoir le plus absolu et le plus tyrannique aux dépens de leurs esclaves. Losurdo cite John Millard, un disciple d'Adam Smith et représentant éminent des Lumières écossaises. Il est singulier que les mêmes individus qui parlent avec un style raffiné de liberté politique et qui considèrent comme un des droits inaliénables de l'humanité le droit d'imposer les taxes, ne se font aucun scrupule à tenir une grande proportion des créatures semblables à eux dans des conditions telles qu'elles sont privées non seulement de la propriété, mais aussi de quasi tous les droits. La fortune n'a peut-être pas produit de situation plus que celle-ci en mesure de ridiculiser l'hypothèse libérale, ou de montrer combien peu la conduite des hommes est, au fond, orientée par des principes philosophiques. Sans réduire le libéralisme à cette seule dimension, Losurdo reprend la catégorie de démocratie de la race des seigneurs, qui rend bien compte de cette démocratie réservée à une petite minorité combinée à l'oppression d'une masse d'esclaves ou d'une plèbe considérée comme composée d'hommes inférieurs, ainsi que les Irlandais étaient souvent considérés par les Anglais, ou d'hommes à peine humains comme furent considérés les Amérindiens. D'où ces paradoxes apparents. Une partie des insurgents s'oppose à la mère patrie, parce que celle-ci commence à mettre en cause le commerce des esclaves, avec un sens de l'humour involontaire, Washington s'adresse à ses concitoyens et les appelle à la lutte contre l'Empire britannique pour ne pas être misérablement opprimés comme nos Noirs. Ou encore ces sudistes, entièrement pénétrés de l'argumentation des grands théoriciens libéraux et qui défendent le droit des propriétaires des esclaves contre la loi tyrannique de ces nordistes qui veulent émanciper les esclaves. Le cas le plus connu est celui de John C. Calhoun, vice-président des États-Unis de 1825 à 1832, qui développe une philosophie politique cohérente, se réclamant notamment de John Locke, où les sudistes trouveront toutes les justifications nécessaires lors de la guerre de sécession. Menant bataille à la fois pour défendre l'autonomie des États du Sud, contre la centralisation tyrannique voulue par les gens du Nord, et contre les abolitionnistes, des aveugles fanatiques, Calhoun est l'ardent défenseur de la loi qui oblige les États abolitionnistes à livrer les esclaves en fuite. Calhoun soutient ce paradoxe qui veut que la liberté n'est jamais aussi bien garantie que dans les États fondés sur l'esclavage. Il n'est nul besoin de tordre les textes de Calhoun pour y trouver une étonnante anticipation du fameux « La liberté, c'est l'esclavage », maxime typique du système totalitaire de 1984 imaginé par Orwell. Dès 1790, c'est le libéral Burke qui lance l'offensive idéologique contre la Révolution française, à un moment où, rappelons-le, elle s'était contentée d'établir une monarchie constitutionnelle, fortement inspirée par le modèle anglais. Mais ce que Burke ne peut pas supporter, c'est l'article 1er qui déclare tous les hommes libres et égaux en droit. Burke n'y voit qu'une liberté abstraite qui fera le lit des despotismes, à quoi il oppose les libertés des Anglais. Il est à remarquer que toute la critique contre-révolutionnaire, de Rivarol à Maurras en passant par Joseph de Maistre, reprendra le noyau central de la polémique de Burke, tout en étant moins diserte sur les libertés des Anglais. Ce libéralisme défend une certaine conception de la liberté, une liberté sans limite pour ceux qui par nature ont le droit de jouir de cette liberté sans limite. Et c'est pourquoi il est anti-monarchiste puisque la monarchie limite la liberté de la race des seigneurs. C'est donc un libéralisme aristocratique. Mais le libéralisme,
peut aussi se définir par opposition à la démocratie. La démocratie étant le pouvoir du peuple, le peuple a tendance à faire valoir ses intérêts et à les imposer par la loi, et par la force du gouvernement. Et ainsi le peuple peut devenir tyrannique, mettant en cause les libertés individuelles. Benjamin Constant thématise l'opposition entre la liberté des anciens conçue comme la participation du peuple à l'exercice du pouvoir politique, et la liberté des modernes axée sur la défense des libertés individuelles. C'est sur la base de cette opposition qu'il soutient la nécessité d'un suffrage censitaire. Si ceux qui n'ont pas de propriété ni aucune aptitude à acquérir et à conserver un patrimoine sont au pouvoir, ils prendront nécessairement des mesures pour partager les fortunes et pour faire vivre la plèbe aux dépens des classes productives, c'est-à-dire des plus riches. À la différence des esclavagistes à la Calhoun, des libéraux comme Benjamin Constant sont partisans de l'égalité de droit en général. Personne ne peut être privé arbitrairement de sa liberté ou de ses biens, tous doivent être égaux devant la justice, etc. Mais l'égalité doit s'arrêter là où commence l'exercice du pouvoir politique. Bref, il s'agit de protéger la liberté contre la démocratie. Comme le dit Henry Sidgwick dans ses Elements of Politics 1897, il n'y a aucune certitude qu'un système législatif représentatif, choisi par le suffrage universel, n'interférerait pas plus avec l'action libre des individus que ne le ferait une monarchie absolue. Il est assez courant de dénoncer aujourd'hui des formes insidieuses de retour au suffrage censitaire, lequel est assimilé à la période de la Restauration en France. Pourtant, le suffrage censitaire, sous une forme ou sous une autre, est la règle de toutes les révolutions démocratiques du XVIIIe siècle. La Révolution française n'a pas établi le suffrage universel. En 1791, on a un système complexe de suffrage censitaire. 1848 établit un suffrage universel, masculin vite limité. Et surtout, jusqu'au XXe siècle, les citoyennes ne sont que des citoyennes passives, interdites des droits politiques et même souvent mineures civilement. Pour ne rien dire des limites d'âge, jusqu'à une époque très récente, on était tôt assez âgé pour faire un ouvrier exploité ou un soldat destiné à finir comme chair à canon. Mais pour être citoyen, il fallait attendre 21 ans. En vérité, la distinction élaborée par Sieyès entre citoyen actif et citoyen passif reste de fait la distinction fondamentale autour de laquelle s'ordonne la vie politique des démocraties libérales, dont l'organisation est conçue de part en part pour protéger les dominants des tumultes populaires. C'est pourquoi le libéralisme s'accommode des États autoritaires pourvu que les affaires puissent s'y mener selon des règles stables et connues de tous, et que les droits de la propriété y soient respectés. Néanmoins, et l'expérience des dernières décennies semble aller dans ce sens, on peut penser que les classes capitalistes, surtout celles que Leslie Sklair appelle TCC, Transnational Capitalist Class, préfèrent nettement un État démocratique, généralement moins coûteux et dont la vie publique, réglée aussi par une forme particulière de l'offre et de la demande, est finalement plus conforme aux objectifs généraux du capitalisme. Et dès lors que le spectre de la révolution sociale ne hante plus les grandes métropoles, il n'y a aucune raison de recourir à un État fasciste ou dictatorial. Enfin, en troisième lieu, on pourrait définir le libéralisme politique par opposition à la République. Isaiah Berlin a opposé la liberté négative, celle des modernes, comme liberté de ne pas être entravé ou liberté de non-interférence, à la liberté positive, la liberté comme réalisation de soi qui est une partie de l'humanisme civique ancien, aristotélicien et cicéronien. La définition la plus radicale et la plus restrictive de la liberté négative se trouve sans doute chez Hobbes. Et selon le sens propre et généralement reçu du mot, un homme libre est celui qui, pour ces choses qu'il est capable de faire par sa force et par son intelligence, n'est pas empêché de faire ce qu'il a la volonté de faire. Mais quand les mots libre et liberté sont appliqués à autre chose que des corps, ils sont employés abusivement. En effet, ce qui n'est pas sujet au mouvement n'est pas sujet à des empêchements, et donc, quand on dit par exemple que le chemin est libre, l'expression ne signifie pas la liberté du chemin, mais la liberté de ceux qui marchent sur ce chemin sans être arrêtés. Les Athéniens et les Romains étaient libres, c'est-à-dire que leur république était libre. Non que des particuliers avaient la liberté de résister à leurs propres représentants,
mais que leurs représentants avaient la liberté de résister à d'autres peuples, ou de les envahir. De nos jours, le mot libertas est écrit en gros caractères sur les tourelles de la cité de Luc. Et cependant personne ne peut en inférer qu'un particulier y est plus libre, ou y est plus dispensé de servir la République qu'à Constantinople. Qu'une république soit monarchique ou qu'elle soit populaire, la liberté reste la même. Inversement, pour les philosophes antiques qu'on classe parfois sous l'appellation humanisme civique, la liberté n'existe que dans et par la participation à la vie civique. Cicéron développe cet idéal dans des devoirs et dans la République. La nature a imposé si impérieusement aux hommes l'obligation de la vertu et leur a inspiré une telle passion pour défendre l'existence de la collectivité, que cette force-là a triomphé de tous les attraits de la volupté et du loisir. Il ne suffit pas de posséder la vertu, comme on peut connaître une technique sans l'utiliser. Une technique, même si on ne la pratique pas, on en garde la connaissance théorique. La vertu, au contraire, consiste entièrement dans son application, et son application la plus haute, c'est le gouvernement de la cité et la réalisation intégrale, en fait et non en parole, des principes que ces gens-là proclament dans leur coin. République I2 1-2. La liberté ne peut habiter dans aucun État sauf dans celui où le pouvoir suprême appartient au peuple. Il faut reconnaître qu'il n'existe pas de bien plus agréable, et que si elle n'est pas égale pour tous, ce n'est pas non plus la liberté. Or, comment la liberté pourrait-elle être égale pour tous, je ne dis pas dans un royaume, où la servitude n'est même pas dissimulée, et ne fait aucun doute, mais aussi dans les États où les citoyens ne sont libres qu'en parole. République I 31-47. La liberté ne consiste pas à vivre sous un maître juste, mais à n'en avoir aucun. République de 23-43. L'homme n'est donc libre que dans une cité libre. Cette liberté trouve sa plus haute réalisation dans la participation des citoyens, en tant qu'égaux à la vie civique. C'est la vie publique, qui est l'expression la plus élevée de la liberté. Mais cette participation à la vie publique est en même temps un devoir moral, voire des devoirs. Les citoyens forment une communauté liée par des sentiments moraux. On retrouve des échos de cette conception ancienne dans le républicanisme austère de Jean-Jacques Rousseau. À cette conception, les libéraux comme Berlin reprochent d'être propices au despotisme. Dans le contrat social, il y a un passage fameux. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. Car telle est la condition qui donnant chaque citoyen à la patrie le garantit de toute dépendance personnelle, condition qui fait tel apostrophe. Artifice est le jeu de la machine politique, et qui seul rend légitimes les engagements civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus. Livre 1 chap. 7. Ce passage est souvent interprété comme la justification du despotisme de la liberté. Pour reprendre une expression de Hegel, dont la terreur révolutionnaire du comité de salut public aurait été la mise en application. Mon propos n'est pas de savoir si Rousseau mérite ou non ce reproche. En lui posant des questions que lui-même ne pouvait pas se poser, en lui posant des questions d'après la Révolution française, nous sommes condamnés soit à essayer de faire parler les morts, c'est-à-dire à nous livrer à un exercice de spiritisme philosophique, soit à admettre qu'aucune réponse satisfaisante ne peut être donnée. En revanche, il est certain, parce que l'expérience nous l'a enseigné cruellement, que l'opposition entre l'homme qui devrait être selon l'ordre de la raison, et le misérable être empirique, rarement raisonnable, qui constitue le vrai sujet, non pas de la philosophie morale et politique, mais de la vie politique réelle, a conduit immanquablement à la tyrannie. Et de cela nous devons donner acte aux critiques libérales. L'homme ne vit pas que de politique. La noblesse de l'engagement civique, la capacité à faire passer le bien commun avant ses intérêts égoïstes, l'aptitude à suivre la droite raison plutôt que les passions sont bien trop rares pour qu'on puisse fonder là-dessus une politique et une morale sensée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.